Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Tout d'abord, les titres. Au Gabon, le gouvernement veut améliorer davantage le climat des affaires. Madeleine Baird, la ministre de la Promotion des investissements privés, de l'industrie et du commerce, a réuni les administrations concernées pour mettre fin au chevauchement des contrôles vécus comme du harcèlement par les acteurs économiques. Vous verrez qu'au Lesotho, petit royaume enclavé dans l'Afrique du Sud, suite à la mort du chef d'état-major de l'armée tué mardi au cours d'une fusillade dans la capitale, Maseru, le gouvernement promet une enquête alors que le pays en proie en une instabilité politique a enregistré l'assassinat il y a quelques semaines de la femme du Premier ministre Thomas Tabané. Et puis nous irons en Espagne où les indépendantistes catalans engagent la rupture avec Madrid. Le Parlement de Catalogne, dominé par les indépendantistes, s'apprête ce mercredi à voter une loi organisant un référendum d'autodétermination interdit un coup de force selon Madrid qui prépare tout un arsenal juridique pour empêcher ce scrutin. Voilà pour le fil conducteur de cette session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et nous commençons par la page Gabon et nous parlons d'économie dans l'optique d'améliorer les contrôles effectués en République gabonaise. Le ministre de la Promotion et de l'Investissement privé du commerce et de l'industrie a réuni à son cabinet ce mercredi l'ensemble des acteurs de l'administration publique effectuant les contrôles sur les activités commerciales. Les explications de Chimène Sandra Senghon et Bertin Osaga. Le Gabon veut améliorer davantage son climat des affaires. Malgré un classement honorable sur l'indice de la liberté économique, 13e en Afrique et 103e dans le monde. Le chevauchement des missions de certaines directions rattachées au ministère de l'économie, du commerce, de l'agriculture, des PME, de la santé, entre autres, sont récurrents. D'où des contrôles intempestifs décriés par les opérateurs économiques qui se sont agressés. La ministre de la Promotion et de l'Investissement privé, du Commerce et de l'Industrie, Madeleine Baird, a réuni à son cabinet ce mercredi les acteurs de l'administration publique effectuant les contrôles sur les activités commerciales pour un contrôle juste et de qualité préconisé par le Haut Conseil de l'investissement. Nous avons eu une séance de travail avec l'ensemble des acteurs qui sont habilités à contrôler, notamment dans les activités commerciales. Donc, nous avons convenu de poursuivre ce travail en comparant déjà les textes qui créent chacune des structures. Ensuite, identifier comment on peut mutualiser, supprimer certaines missions et améliorer la qualité du contrôle. L'identification des missions doublons des différents services conduira prochainement le gouvernement gabonais à faire un audit des administrations concernées. On se rend compte que finalement, chaque texte existe, chaque texte a prévu des missions et on se rend compte qu'on est sur les mêmes champs de compétences. Les parties prenantes à la réunion ont opté pour une mise en place d'un plan de travail afin d'identifier les doublons et les redondances dans les différentes missions des administrations concernées. Le but étant de réécrire les textes régissant ces entités. Dans la suite, une actualité présidentielle, et c'est en bref et en images. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu ce mercredi les 4 co-facilitateurs du dialogue politique. Ces assises lancées le 29 mars dernier pour indiquer au peuple gabonais l'horizon du futur. Lors de la cérémonie, le chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, a élevé Monseigneur Basile Nvengon, archevêque de Libreville, à la dignité de Grand Croix. Pas en reste, l'imam Ismaël Osseni Ossa, président du Conseil supérieur des affaires islamiques, promu au grade de commandeur, le révérend Jean-Jacques Ndon-Ekwage, président de l'Église évangélique, et le révérend Francis Michel Mbadinga, président de la surveillance apostolique du centre évangélisation Béthanie. La cérémonie s'est soldée par un long échange de vues sur le dialogue et les suites à donner à ces actes. Toujours au Gabon, et nous parlons pour maintenant des comités des pêches de l'Atlantique Centre-Est COPAS qui séjournent à Libreville dans le cadre d'un séminaire qui a débuté ce mercredi. Il vise une synergie entre les États concernés par le COPAS, la mise en place de nouveaux modèles d'exploitation des ressources marines. Les échanges prendront fin le 15 septembre prochain. Kenny Ongouri, Hervé Aubian. À la recherche de nouvelles stratégies de gestion des ressources halieutiques, le comité de pêche de l'Atlantique Centre-Est, COPAS, est entré en séminaire depuis ce mercredi à Libreville pour promouvoir l'utilisation durable des ressources marines. Comme vous le savez, l'objectif principal du COPAS
est de promouvoir l'utilisation durable des ressources marines vivantes dans son domaine de compétences par la bonne gestion et le développement des opérations de pêche. Pour ce faire, le comité s'appuie sur les expertises d'un sous-comité scientifique dont les avis émanent de groupes de travail spécialisés sur les ressources démersales, les ressources pélagiques et le sous-secteur de la pêche artisanale. En partenariat avec l'État gabonais via le ministère de la Forêt, de la Mer et de l'Environnement, le Gabon attend du présent séminaire une synergie entre les États concernés dans l'optique de mettre en place de nouveaux modèles d'exploitation de ressources. Comme chacun de nous le sait, la tendance mondiale actuelle des stocks halieutiques montre une diminution drastique qui augure d'une surexploitation des pêcheries. Face à une telle situation, nous devons réfléchir ensemble pour mettre en place de nouveaux modèles d'exploitation de ces ressources. Pour assurer une gestion durable et rationnelle des ressources halieutiques des eaux maritimes de nos pays, il est indispensable aujourd'hui de disposer de connaissances sur les différentes pêcheries que nous réalisons. Du 6 au 15 septembre, les participants de plusieurs pays, dont le Gabon, pays hôte, participeront au groupe de travail scientifique du comité de pêche de l'Atlantique Centre-Est, COPAS, sur les ressources démersales de la zone sud pour définir ensemble des propositions et orientations dans la mise en place d'un modèle de gestion prenant en compte l'approche écosystème et d'examiner les cas spécifiques de chaque pays avant de fédérer les approches et interventions devant permettre une gestion améliorée des pêcheries. Le Gabon renoue avec les pluies dans quelques semaines, une saison de tous les dangers pour les populations installées dans les zones inondables de Libreville. Le gouvernement, pour ce qui le concerne, a engagé des grands travaux d'assainissement dans plusieurs quartiers de la capitale gabonaise. Le regard de Ismaël Obianzé, Gabriel Ratanga et Karl Miindo. Ces travaux ont démarré il y a environ 5 mois. Il s'agit d'un ouvrage d'art en béton avec la forme d'un pont en béton. Le dalle aura 15 mètres de long et traversera cette chaussée 2 fois 2 voies. L'investissement est certes colossal, mais il suscite encore quelques inquiétudes auprès de ses principaux destinataires en cette veille de grande pluie. Nous sommes là en septembre. Fin septembre, il y aura maintenant de grandes pluies. Et nous, là aussi, vous habitez là, c'est encore à côté encore d'un lac encore. On craint encore, les gens sont dans l'inquiétude. J'attends surtout fin octobre et novembre. S'il y a encore les pluies, je déménage. Le futur pont remplacera les buses métalliques déjà défectueuses et qui n'assurent plus l'évacuation des eaux de pluie ici. Ici, au quartier Plein Ciel, où des centaines de familles vivaient en fond de bassin versant. Aujourd'hui, une grande partie a déserté le secteur, abandonnant des maisons englouties par des eaux et des coulées de boue, car fatiguées de lutter contre des inondations. À l'origine du désastre, les constructions anarchiques et le vieillissement des ouvrages de drainage des eaux. Où allons-nous aller? Nous sommes là depuis plus de 30 ans. Cette zone s'est toujours inondée, vous voyez? Mais elle n'a jamais subi l'effet que nous avons subi cette année-ci. Elle s'inondait, au bout de 3 ou 4 heures, l'eau parvenait à partir toute seule. Aujourd'hui, avec le fait que la buse soit bouchée, l'eau reste stagnée pendant des mois. Le projet d'assainissement fluvial en cours à Libreville intègre à terme un plan de relogement des sinistrés. Ce projet s'inscrit dans une dynamique globale d'aménagement urbain de Libreville. Et pour tourner la page Gabon, le ministre d'État en charge de la culture et des arts a reçu en audience ce mercredi matin à son cabinet les différents promoteurs de la culture gabonaise allant de l'humour au graphisme. Objectif, les accompagner dans l'aboutissement de leurs projets. Un reportage de Peggy Opas et Fred Ndongo rendu par Gabriel Ratanga. Une série dénommée à Sambolo en cours de tournage et un projet de festival graphiste pour redorer la ville sont les 2 principaux projets présentés au ministre au cours de ces audiences. Le ministre d'État tient à ce que la façade de Libreville soit propre aux fresques de cette association qui, heureusement, rend un peu plus de sourire. Et ça tombe bien, le ministre d'État a un projet, celui d'organiser ce qu'il appelait le samedi de l'art.
Alors, c'est un concept qui permettra aux jeunes enfants, aux jeunes Gabonais, de venir apprendre un peu le métier de l'art, rendre un peu plus de sourire à ces jeunes, à la population et rendre Libreville un peu plus belle, comme le dit le slogan de la mairie. Il y a un certain nombre de projets qui ont été initiés depuis un certain temps, mais que maintenant nous pensons que ça va commencer à prendre forme. Et justement, le ministre nous a demandé de venir le voir et justement de poser le problème. Et nous avons échangé et ça a été une très bonne chose. Avec tout ce que le ministre entreprend, je pense que c'est clair. Le ministre veut faire comprendre aux artistes qu'il est disponible et pour cela, il vient de le magnifier en demandant à Souleymane d'organiser les choses de telle sorte que lui puisse voir clairement comment, mais surtout par quels moyens lui permettre de présenter son produit dans les plus brefs délais. Promouvoir et vulgariser la culture et l'art gabonais, c'est en résumé les grandes lignes du cheval de bataille d'Alain-Claude Bilibinzé, qui aujourd'hui ne ménage aucun effort pour donner l'occasion aux jeunes Gabonais ayant des projets dans ce sens de bénéficier véritablement d'un accompagnement et mettre leur savoir-faire en exergue. Allons en Angola pour débuter la page Afrique. Selon l'économiste Carlos Rosado de Carvalho, directeur de la revue L'Expanso, le MPLA laisse l'Angola dans un véritable chaos économique. Une déclaration qui intervient alors que la commission électorale doit annoncer les résultats officiels du vote du 23 août. Marina Boissa s'en fait l'écho. La Commission nationale électorale angolaise a catégoriquement rejeté lundi les accusations de l'opposition. Celle-ci dénonce des irrégularités lors des élections générales du 23 août dernier, remportées par l'OMPLA, le parti au pouvoir, depuis 1975. Le président de la commission électorale a clairement déclaré que les partis qui dénoncent les résultats sont de mauvaise foi. Ils cherchent à décrédibiliser le processus électoral angolais. Suite à cette nouvelle victoire du MPLA, l'économiste Carlos Rosado de Carvalho, directeur de la revue L'Expansao, estime que le mouvement populaire pour la libération de l'Angola laisse le pays dans un véritable chaos économique. Pour lui, le prochain président devra fournir des efforts pour sortir le pays de la crise dans laquelle il est plongé depuis 3 ans. Le MPLA laisse le pays dans un véritable chaos économique. Le prochain président sera confronté à de grands défis, que ce soit Lourenço ou un autre. L'Angola est un pays dans un trou immense. La crise est très profonde. La croissance est faible, l'inflation explose. Les déficits publics sont hors de contrôle. Les gens le ressentent dans leur vie, au quotidien. Le MPLA, parti au pouvoir depuis l'indépendance de l'Angola en 1975, a été crédité par la CNE de 61,1% des suffrages et d'une majorité absolue de 150 des 220 sièges du Parlement, selon un décompte portant sur 97% des bureaux de vote. Les résultats définitifs de la CNE doivent être publiés ce mercredi. Joao Lourenço, tête de liste du MPLA, doit être investi président le 25 septembre prochain, en remplacement du président José Eduardo dos Santos. Il aura donc pour principale mission de faire sortir l'Angola, puissance pétrolière, de la crise dans laquelle il est plongé suite à la chute des cours de l'or noir. Le Premier ministre du Lesotho a déclaré ce mercredi que les services de sécurité enquêtent sur la mort par balle du chef de l'armée du pays survenu mardi au cours d'une fusillade dans la capitale Maseru. Cet assassinat pourrait raviver les tensions dans ce royaume africain à l'histoire politique mouvementée, en témoigne ce récit de Lembris Boubala. Le chef d'état-major de l'armée du Lesotho a été abattu mardi au cours d'une fusillade dans la capitale Maseru, un assassinat qui constitue un sérieux revers pour ce royaume africain à l'histoire politique mouvementée, selon le Premier ministre Thomas Tabane. Je suis ici pour annoncer la mort malheureuse, prématurée et totalement illégale du chef de l'armée du Lesotho, le lieutenant-général Motsomoto, et de 2 officiers, le brigadier Seychelles et le général Achati. Ces événements ont eu lieu aujourd'hui entre 9 et 10 heures du matin et des enquêtes sont en cours.
Cet assassinat intervient 3 mois après les élections législatives qui ont porté Tabane à la tête du gouvernement. Ce dernier avait déjà occupé le poste de Premier ministre de 2012 à 2015. Il avait été contraint momentanément à l'exil en Afrique du Sud après une tentative de coup d'État militaire en 2014 dirigée par le chef d'état-major de l'époque, le général Lali Kamoli, qui l'avait limogé. Les services de sécurité de la police de l'armée, le renseignement national, entre autres, travaillent ensemble. Je saisis cette occasion pour présenter mes condoléances aux familles concernées. Le chef de cabinet du ministre de la Défense, le colonel Tanki Mouti, a ajouté que la fusillade avait éclaté dans une caverne, indiquant qu'une enquête était en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'incident. Poursuivons avec les actualités hors du continent. Tout d'abord, en France, Nicolas Hulot a présenté ce mercredi un projet de loi visant à en finir avec la production d'hydrocarbures en France, espérant convaincre d'autres pays de suivre cet exemple. Un projet avec lequel nous sommes à l'avant-garde de cette ambition qui est celle de la France et doit être celle du monde, s'est félicité Emmanuel Macron lors du Conseil des ministres, selon des propos rapportés par le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner. Lariska Lormamengi s'en fait l'écho. Nicolas Hulot a présenté mercredi un projet de loi visant à en finir d'ici 2040 avec la modeste production d'hydrocarbures en France, espérant convaincre d'autres pays de suivre cet exemple. Le texte a été présenté en Conseil des ministres par le ministre de la Transition écologique et la Solidarité. Le gouvernement souhaite que la loi soit adoptée avant la fin de l'année afin de graver ainsi dans les marches une promesse de campagne du président Emmanuel Macron. Je crois que le texte qui va vous être présenté montre, et là encore, je reprends les propos du président de la République, montre le fait que, et je cite, « nous sommes à l'avant-garde ». Nous sommes à l'avant-garde de cette ambition qui est celle de la France, mais qui doit être celle du monde. Ce projet de loi nous permettra, lorsqu'il sera promulgué, de mettre fin immédiatement à tout nouveau permis d'exploitation d'hydrocarbures, a déclaré Nicolas Hulot à l'issue du Conseil des ministres. Après que la France ait tenu un rôle de leadership, notamment dans la prise de conscience sur les enjeux climatiques, la France maintienne son leadership et donne d'emblée l'exemple de la mise en œuvre de ses propres engagements. La France est à l'avant-garde de cette ambition d'en finir avec les hydrocarbures, qui doit être celle de la France et doit être celle du monde, a réagi Emmanuel Macron, cité par son porte-parole Christophe Castaner. Pour donner du temps aux entreprises qui ont parfois beaucoup investi et éviter tout risque de procès coûteux, l'État prévoit toute une prolongation des permis exclusifs de recherche déjà attribués et l'octroi d'une concession d'exploitation dans la foulée d'une éventuelle découverte, mais pas au-delà de 2040. Je vous l'annonçais à l'entame, en Espagne, les indépendantistes majoritaires au Parlement catalan devraient adopter la loi qui lancera l'organisation d'un référendum d'autodétermination le 1er octobre. Mais les indépendantistes catalans dénoncent des menaces de Madrid pesant sur leur patrimoine. Les précisions avec Kenny Ongouri. L'Espagne, encore convalescente après les attentats ayant fait 16 morts en Catalogne, mi-août, affronte sa pire crise politique depuis 40 ans, justement dans cette région où les indépendantistes veulent défier Madrid avec un référendum d'autodétermination interdit. Le gouvernement indépendantiste catalan a dénoncé mardi des pressions de Madrid pesant sur le patrimoine de ses dirigeants qui se préparent à organiser un référendum d'autodétermination malgré les interdictions de la justice de l'État central espagnol. Le président de la région, Carles Puigdemont, a affirmé que son prédécesseur Artur Mas ainsi que 10 autres membres du gouvernement catalan avaient été évoqués par la Cour des comptes de Madrid le 25 septembre pour déposer une caution préventive de 5,2 millions d'euros correspondant aux dépenses engagées lors d'une précédente consultation sur l'indépendance en 2014. Ça fait presque 6 ans qu'on vit avec la suspension de la Cour constitutionnelle et nous voilà à 25 jours du référendum. Dans 25 jours, nous n'allons pas arrêter le référendum du 1er octobre. Au contraire, nous allons le renforcer. Comme le gouvernement, nous sommes prêts à signer l'appel au référendum dès que nous avons le texte légal qui nous autorise à convoquer ce référendum. En juillet, la Cour des comptes, saisie par le parquet, avait accepté d'étudier la possibilité de demander à ces 4 personnalités politiques de rembourser les 5,2 millions d'euros déboursés pour organiser le scrutin 2014. Or, s'ils sont poursuivis, leurs biens pourraient être saisis dans l'attente d'un procès.
Cap sur la Colombie, où la visite du pape est une question de foi, mais aussi une opportunité commerciale pour les entrepreneurs locaux. Retrouvons Lariska Lormamengi. Le pape François se rend mercredi vers la Colombie en messager d'une paix encore fragile dans un pays divisé, après l'accord conclu l'an dernier qui a mis fin à plus d'un demi-siècle de guerre civile. La paix est ce que la Colombie recherche depuis si longtemps et à laquelle elle travaille. Une paix stable, durable, afin de se voir et de se traiter en frères, jamais en ennemis, a affirmé le pape dans un message vidéo diffusé 2 jours avant son départ. Dans l'avion, il a appelé à prier pour le Venezuela voisin, plongé depuis des mois dans une grave crise politique et économique. Je voudrais dire que lors de ce vol, nous survolons le Venezuela et vous demander de prier pour qu'il puisse y avoir un dialogue, une forte stabilité et un dialogue pour tous, a-t-il déclaré devant les journalistes l'accompagnant. Un voyage un peu spécial parce qu'il s'agit d'un voyage pour aider la Colombie à aller de l'avant sur le chemin de la paix, a ajouté George Bergoglio. François, premier pape latino-américain dans l'histoire de l'Église catholique, s'est déjà rendu 3 fois en Colombie lorsqu'il était prêtre et archevêque de Buenos Aires. Sa visite intervient cette fois à un moment crucial après l'accord de paix conclu l'an dernier entre le gouvernement de Bogota et la guérilla marxiste des FARC et le cessez-le-feu temporaire annoncé lundi par l'autre guérilla. La guerre civile qui hante la Colombie depuis 52 ans a fait quelques 260 000 morts, 60 000 disparus et plus de 7 millions de déplacés. J'en viens donc à l'ouverture du musée de Louvre d'Abu Dhabi qui est annoncé pour le 11 novembre, 10 ans après le lancement du projet. Les promoteurs ont annoncé dans ce mercredi qu'il ouvrira finalement ses portes dans quelques semaines. Notons que le Louvre Abu Dhabi est le premier musée universel dans le monde arabe et un symbole de tolérance. Marina Boissa nous en dit plus. L'ouverture du musée a été retardée à plusieurs reprises en raison de problèmes de financement. Mais cette fois, les choses semblent bouclées et une conférence de presse a été organisée ce mercredi à Abu Dhabi pour annoncer la date d'inauguration. Abu Dhabi annonce que le 11 novembre, le public viendra visiter ce fantastique musée et les gens pourront apprendre des choses sur leur histoire, sur les histoires de différentes nationalités, sur des cultures de différentes parties du monde. Le public pourra voir comment nous sommes tous liés. Il s'agit d'un vrai musée universel. Ce musée est la réponse conjointe de Paris et d'Abu Dhabi à un moment où la culture est attaquée. Le projet est né d'un accord intergouvernemental signé en 2007 entre Paris et Abu Dhabi. Nous avons des buts qui sont exactement identiques. Nous voulons tous deux envoyer au monde le message que notre histoire est connectée. Nous croyons qu'à travers la culture, nous pouvons dire au monde qu'il peut devenir un endroit meilleur. Je pense que les Français ont réalisé ça et nous le réaliserons aussi. Prévu ouvrir ses portes en 2007, c'est finalement en novembre 2017 que le Louvre d'Abu Dhabi fera son lancement. Au titre des personnalités qui devraient y prendre part à l'inauguration du musée, le président français Emmanuel Macron. Le musée du Louvre d'Abu Dhabi est certainement le premier musée universel dans le monde arabe. Ces espaces d'expansion intérieure s'étendent sur 8600 m². Dans les 23 galeries permanentes seront exposées 600 œuvres d'art, dont 300 prêtées par 13 musées français durant la première année d'ouverture. Mais la grande majorité des œuvres relateront à l'histoire ancienne des civilisations, des cultures et des religions, illustrées notamment par l'exposition d'un feuillet du Coran bleu, d'une Bible gothique et d'un Pentateuque, ainsi que des textes bouddhiques ou taoïstes. Direction la Syrie avant le rappel des titres et dans le reportage que vous allez suivre. Pour échapper à la violence de sa Somalie natale, Zahra Abdi a trouvé refuge dans la Syrie en guerre. Elle a décidé d'y rester car chez elle, le conflit paraît encore plus effroyable. Comme Zahra, plus de 55 000 étrangers fuyant des violences ont trouvé refuge dans le pays. Zahra a fui les violences en Somalie pour trouver refuge en Syrie. Malgré le conflit, elle a décidé de rester car chez elle, la guerre lui fait encore plus peur. Elle a fui Mogadiscio en 2012 après la mort de sa fille, violée et poignardée. Si nous avions voulu fuir vers un autre pays proche de la Somalie, nous n'aurions pas trouvé d'endroit sûr. Il n'y avait que la Syrie. Nous sommes arrivés ici et ils ne nous ont pas demandé de visa, rien. Nous sommes descendus de l'avion et sortis de l'aéroport. Depuis 6 ans, le conflit a jeté sur la route des millions de Syriens, près de la moitié de la population du pays.
Mais les réfugiés étrangers à Damas n'ont parfois pas eu d'autre choix que de rester. La majorité d'entre eux étaient arrivés avant le début de la guerre. La Syrie est un pays d'où viennent beaucoup de réfugiés et où il y a beaucoup de déplacés à l'intérieur même du pays. Mais cela ne l'a pas empêché d'accueillir plus de 35 000 réfugiés, en majorité irakiens, du Soudan du Sud et de Somalie. Plus de 20 000 Irakiens sont arrivés en Syrie depuis l'offensive sur Mossoul, portant le nombre de réfugiés à 55 000. Faten et Alexis se sont rencontrés puis mariés en Syrie. Elle est chrétienne chaldéenne et a fui Bagdad en 2007, en pleine guerre confessionnelle. Alexis est lui installé depuis 18 ans à Damas et se retrouve sans papier car la Syrie ne reconnaît pas l'indépendance de son pays, le Soudan du Sud. Quand on est arrivé ici, la situation était bonne. J'ai épousé un homme dont le pays est aussi en guerre et dont la situation est terrible. Nous espérions que les Nations Unies allaient nous sortir d'ici, mais toutes nos demandes ont été rejetées. La catastrophe, c'est que la situation ici aussi est devenue mauvaise. Où qu'on aille, ça empire. On ne sait pas quoi faire. Certains réfugiés racontent avoir échappé de peu au combat près de Damas. Dans cette petite église de la banlieue de la capitale syrienne, ils viennent donc tenter d'oublier deux guerres, celle qui les entoure tous les jours en Syrie et celle qu'ils ont laissée derrière eux dans leur pays. Le rappel des titres à présent. Au Gabon, le gouvernement veut améliorer davantage le climat des affaires. Madeleine Baird, la ministre de la promotion des investissements privés, de l'industrie et du commerce, a réuni les administrations concernées pour mettre fin au chevauchement des contrôles vécus comme du harcèlement par les acteurs économiques. Nous étions à Lesotho, petit royaume enclavé dans l'Afrique du Sud, suite à la mort du chef d'état-major de l'armée tué mardi au cours d'une fusillade dans la capitale Maseru. Le gouvernement promet une enquête alors que le pays en proie en une instabilité politique a enregistré l'assassinat il y a quelques semaines de la femme du Premier ministre Thomas Tabane. Et vous l'avez vu il y a quelques instants en Espagne, les indépendantistes catalans engagent la rupture avec Madrid. Le Parlement de Catalogne, dominé par les indépendantistes, s'apprête ce mercredi à voter une loi organisant un référendum d'autodétermination interdit un coup de force selon Madrid qui prépare tout un arsenal juridique pour empêcher ce scrutin. Voilà, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information au nom de toute l'équipe. Merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.